réalité de l'entreprise. Merci déjà de m'avoir invité, je suis ravie d'être avec vous et très honorée de rencontrer les personnes qui interviennent aussi avec moi ce soir. Moi, je trouve que c'est super parce je vais vraiment faire le lien avec les deux témoignages qu'on vient d'entendre. Nous, ce qui nous a vraiment marqué avec Amandine et Romain, avec qui j'ai mené ce travail ces dernières années, ça a été de dire en fait, on a une vision de l'économie qui est finalement assez monolithique, voire tronquée. Et si on écoute le discours des médias et des économistes, on a finalement souvent l'impression que les délocalisations sont une fatalité dans une économie mondialisée. Comme vous disiez que voilà, la concurrence pure et parfaite est l'unique modèle possible, que embaucher des personnes handicapées psychiques, c'est une douce utopie. Et que finalement, il faut qu'on attende le retour de la croissance pour se remettre à créer de l'emploi. Alors c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et du coup, on s'est dit, mais c'est incroyable parce que faut qu'on retourne voir ce qui se passe dans l'entreprise. Et il y a un décalage énorme entre ce qu'on peut dire dans ces idées un peu macroéconomiques et la réalité concrète aujourd'hui du monde de l'entreprise aujourd'hui en France. Et c'est là que je rebondis sur ce que vous disiez, et ça rejoint la question que tu nous poses sur la finalité. Vous parliez d'autonomie des agents dans l'économie. C'est important de se redire ça et de redire qu'il n'y a pas d'entreprise avec un grand E. Et que finalement, il n'y a que des personnes dans l'économie qui utilisent l'outil entrepreneurial comme un collectif au service d'une volonté, d'un désir, d'une vision qu'ils ont et que l'entreprise incarne d'abord ça. Et du coup, il y a une formidable biodiversité aujourd'hui et dans l'économie dont on parle assez peu. Et ça, c'était une volonté de notre part de retourner regarder ce qui s'y passait. Et là, quand on regarde de plus près, on se rend compte qu'il y a des diversités très grandes entre les entreprises et que finalement il y a une très très grande créativité qui s'y joue dans l'entreprise aujourd'hui. Voilà, par exemple, il y a des entrepreneurs dont on peut parler, des entreprises comme Bosch. Certains d'entre vous savent peut-être, mais le créateur de Bosch, il a décidé alors que c'est une très très grande entreprise aujourd'hui dont on entend parler, le premier équipementier automobile, de revoir le pouvoir décisionnel de l'entreprise. C'est une fondation Bosch. 95% de ses profits sont réinvestis dans l'entreprise au service de la recherche, de la R&D. Voilà, il a innové en termes d'organisation. On a des individus comme par exemple Olivier Bossan qui a créé l'Occitane, qui s'est dit moi j'ai pas envie de créer une entreprise, c'est d'abord parce que j'aime un territoire, j'aime ses produits, que j'ai envie de faire connaître ses produits, de les développer. Et aujourd'hui Occitane, vous connaissez Occitane dans le monde entier qui s'est développé. C'est d'abord des individus qui ont... Et ce qui compte finalement, c'est la vision des personnes qui lancent leur activité, et que cette vision elle est fondatrice. Et on s'est rendu compte, on a rencontré une vingtaine d'entreprises et bien d'autres de tailles différentes, de secteurs différents, dans des territoires différents, qui aujourd'hui réussissaient dans ce contexte morose dans lequel on est et qu'on entend tous les matins à la radio, de recréer de l'emploi, qui réussissaient à refaire de la croissance et qui n'attendaient pas que ça se passe. Et on s'est demandé comment ça se fait qu'ils y arrivaient, comment ils y arrivaient. Et on s'est dit, il faut vraiment faire ce détour un peu microéconomique pour aller chercher des pratiques concrètes, sortir des discours dogmatiques. On n'a peut-être pas réponse à tout, mais on va essayer de voir ce qui marche pour recréer de l'emploi aujourd'hui. En repartant notamment de l'entrepreneur, mais pas seulement, on le verra. Et donc, on s'est rendu compte là que finalement, l'entreprise elle avait un pouvoir largement sous-estimé de transformation dans l'économie. Et que la personne aussi, l'entrepreneur, il a aussi un pouvoir d'action assez extraordinaire et de transformation, au-delà de ce qu'on peut en entendre. Et que finalement, il y avait un certain nombre d'individus qui se sentaient une véritable responsabilité aujourd'hui dans l'économie de recréer de l'emploi sur leur territoire, de faire en sorte que le chômage ne soit pas une fatalité là où ils sont. Et on a notamment été très touchés, et c'est cet entrepreneur-là qui nous a fait sauter le pas d'écrire et de prendre la parole, par un entrepreneur dans la Drôme, dans la Drôme, qui, à Romans-sur-Isère, dans une région sinistrée par la chaussure, qui a vraiment eu son heure de gloire, qui a décidé, alors qu'il y avait vraiment plus de 20% de chômage dans les années 80, de se dire, les industries de la chaussure ont été délocalisées. C'était vraiment une région en pointe sur cette activité, de dire il faut
qu'on fasse quelque chose, parce que le chômage, ça nous touche tous. C'est pas une question qui est juste de l'ordre de l'État, c'est une question concrète, c'est nos familles, c'est nos enfants. On a tous des piqueuses, des tanneurs, des coupeurs qui sont là autour de nous, dans nos familles, et qui créent aujourd'hui, qui ne peuvent plus créer, et pourtant qui sont là avec leurs capacités, leurs compétences. Et il a d'abord voilà, accompagné des chômeurs, payés par le Conseil général, pour retrouver des formations, les accompagner vers retrouver un travail. Et puis au bout d'un moment, ils se sont dit, mais attendez, s'il n'y a pas d'entreprise derrière pour les embaucher, comment on va faire? Ça ne sert à rien de les accompagner vers l'emploi s'il n'y a pas d'entreprise et d'activité économique. Donc ils se sont dit, on va s'y mettre comme les autres, dans l'économie, et on va recréer de l'emploi. Et aujourd'hui, ils ont créé un groupe économique, une formidable entreprise de développement du territoire, dont la finalité première est avant tout de créer de l'emploi pour les personnes. Et aussi drôle que cela puisse paraître, ils ne sont pas dans un métier, mais ils ont plus de 99 métiers aujourd'hui, 15 pôles d'activité, depuis le fer à cheval, en passant par la sous-traitance automobile, la relance de la chaussure, notamment. Et ils créent comme ça, un à un, des emplois sur leur territoire. Et aujourd'hui, c'est plus de 1200 personnes, à Romans-sur-Isère, qui retrouvent un lieu de dignité et d'activité grâce à cette entreprise. C'est un exemple qui nous a beaucoup inspiré. Du coup, j'avais envie, pour ce soir, d'essayer de vous dire, de rentrer un petit peu dans qu'est-ce qui marche, comment ils font ces entrepreneurs, au-delà de l'entrepreneur dont je vous parle, pour arriver à créer de l'emploi aujourd'hui. Parce que c'est ça la question. La question, elle n'est pas celle des idées, la question, elle est pratique. Elle est comment faire, en fait, aujourd'hui. Comment on s'y met tous. Parce que la question du chômage, d'ailleurs, on ne l'a pas redit en intro, mais elle est aujourd'hui absolument dramatique. Donc la question, c'est celle de l'action. Et donc je voulais vous livrer quelques bribes de solutions qu'on a pu constater. D'abord, un sujet assez concret qui nous touche tous, c'est celui des délocalisations, qui malheureusement font partir de nombreux emplois à l'étranger. Et on s'est rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, il y avait une vraie rationalité économique aux relocalisations dans les territoires en France. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, finalement, n'ont pas calculé suffisamment bien les coûts globaux que représentaient les délocalisations et qui reviennent aujourd'hui sur leurs décisions. Et un exemple concret, c'est Ford qui était allé en Tunisie pour délocaliser une pièce d'essuie-glace et qui est revenu en Rhône-Alpes et qui a relancé justement dans la Drôme un atelier de production, notamment avec des personnes handicapées et des personnes qui étaient au chômage depuis longtemps, qui travaillent ensemble comme chez vous. Et qui, alors que le coût global aujourd'hui coûte 7 fois plus qu'en Tunisie, ils s'y retrouvent. Parce que, voilà, y a, pour un certain nombre de produits, eh bien, les coûts de transport augmentent, les défections étaient trop grandes lors de leur délocalisation, qu'aujourd'hui il y a des problèmes aussi de décision lointaine et un manque de réactivité. Donc je ne suis pas en train de tenir un discours que tout est relocalisable, mais en tout cas il y a des gisements d'activités qui sont relocalisables aujourd'hui en France et qui sont créateurs d'emplois. Et notamment dans un contexte où, on le sait bien, il y a un atout commercial au Made in France, avec des études qui ont prouvé très concrètement que ça attire de plus en plus de personnes. Et puis aussi un vrai élan vers le choix de la qualité. Dans le cas de la chaussure notamment, c'est assez emblématique. Personne s'était reposé la question de relocaliser la chaussure à Romans. Si on lisait, et moi-même j'ai lu un rapport du ministère de l'Industrie qui disait que c'était définitif, qu'on avait perdu des savoir-faire extraordinaires en France, que la filière de la chaussure d'excellence dans la Drôme avait disparu à jamais. Mais en fait, personne s'était demandé si on ne pouvait pas la relancer. Et en l'occurrence, Christophe Joly s'est dit, mais on a des Mozart sur notre territoire, on a des pépites, on a des personnes qui sont là au chômage depuis des années, qui ont des savoir-faire qu'on n'exploite pas, qu'on n'utilise pas au service de la création de valeur. Et toute la destruction de valeurs humaines qui s'ensuit, comme vous disiez. Mais personne ne s'était posé la question, c'est ça qui est incroyable. Et du coup, ils ont relancé un premier atelier. Aujourd'hui, c'est 5 ateliers qui se sont relancés. Et on voit bien là qu'il y a une autre clé que je vous livre, qu'on a pu trouver dans d'autres exemples, qui est qu'il existe des formidables compétences et capacités qu'ont les personnes sur les territoires qu'aujourd'hui on laisse mourir et qui sont pourtant des lieux de recréation d'activités et d'emploi, rien qu'en révélant et en utilisant l'entreprise comme un révélateur des personnes et des compétences. Ensuite, il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui se disent que la variable d'ajustement, c'est pas les personnes dans l'entreprise, et au contraire, elles mettent l'entreprise, et les personnes au cœur de leur activité. Un exemple très concret, c'est le groupe Altereos, dans le Nord, qui, comme l'exemple que vous avez entendu là, est une formidable entreprise adaptée qui embauche 500 personnes handicapées aujourd'hui et qui, dans les années 2000, faisait du conditionnement pour l'industrie
avec ces personnes handicapées et qui a subi de plein fouet la crise sur ce marché-là. Et qui, au lieu de se dire la première variable, c'est les coûts, c'est la masse salariale, je vais écrémer, comme on entend dans les raisonnements en école de commerce encore aujourd'hui beaucoup, s'est dit non, moi c'est mon but, de me lever le matin, c'est d'embaucher ces personnes, donc je ne vais pas faire ça. Et ils ont pendant 2 ans mené tout un processus en travaillant avec leurs clients et notamment avec Orange. Là on voit déjà la dimension partenariale très forte à réinventer avec les clients. Ils se sont dit non, comment on peut faire, vous Orange, notre client, pour aller sur d'autres marchés pour continuer à travailler avec vous. Et ils sont passés d'un métier complètement industriel, de conditionnement, à un métier de service. Et aujourd'hui, ils sont les leaders de la numérisation électronique de documents, rien à voir. Et ils ont formé les personnes à d'autres métiers pour y arriver. Et ils ont réussi. Ça a été dur, bien évidemment, vous pouvez imaginer. Mais ils ont travaillé avec leurs financeurs, avec leurs clients, fortement, pour ne pas débaucher les personnes et aller faire de l'activité la variable d'ajustement et non pas les personnes. Ensuite, une autre clé, c'est aussi de se dire les personnes et les salariés peuvent, lorsque l'entreprise va mal, être une formidable force pour trouver des solutions eux-mêmes et reprendre l'activité de l'entreprise. Vous entendez, on a beaucoup entendu parler, il y a eu beaucoup de débats autour de l'été dernier, notamment autour de la loi de Benoît Hamon, qui notamment hérissait le MEDEF sur la question des scopes. Et du coup, moi je voudrais redire qu'il ne faut pas être dogmatique sur cette question-là non plus. La reprise d'entreprise par les salariés n'est pas une solution absolument évidente dans tous les cas, mais il y a des cas... Sophie, explique peut-être scope à tout le monde. Alors, la SCOP, c'est un modèle d'entreprise dans lequel les salariés participent très fortement à la gouvernance de l'entreprise, sont majoritaires dans la gouvernance de l'entreprise et sont dans un système de gouvernance démocratique dans lequel, quel que soit l'investissement en capital qu'ils y mettent dans l'entreprise, un homme égale une voix, donc il y a un vrai processus démocratique de décision, quelle que soit la prise de participation de chacun. Et donc les scopes peuvent être une solution au moment du départ notamment d'un dirigeant ou quand l'entreprise va mal. Je voulais vous donner juste un exemple qui est Seralep, qui faisait des isolateurs en porcelaine, qui servent notamment pour les TGV et pour EDF, les grands électriciens, et qui dans les années 2000 a été racheté par un fonds d'investissement qui allait mal, qui a voulu du coup organiser une liquidation juridique de l'entreprise avec 95 salariés. Et 52 salariés ont dit non, on va reprendre l'entreprise, et on va essayer de trouver les fonds pour la reprendre, parce qu'il faut racheter le capital à un moment. Et en 10 jours, ils ont trouvé 100 000 €, à moitié amenés par les salariés, à moitié par les gens de leur ville, Saint-Vallier, où ils habitaient. C'est quand même extraordinaire la mobilisation que l'on peut sentir dans ces moments-là. Et ils ont réussi à reprendre l'entreprise, ils ont du coup, en effet, réajusté la taille de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est une cinquantaine maintenant c'est 70 salariés, ils ont recréé 25 emplois, c'est pas 95, elle était trop grande à ce moment-là, donc il y a bien sûr eu des ajustements, mais en tout cas elle n'a pas disparu et ils ont maintenu l'emploi. Donc cette question-là, on peut se la reposer et c'est une des modalités de maintien d'emploi. Je vais peut-être aller plus vite parce que je parle beaucoup là, mais je vais finir. Peut-être pour vous dire que voilà. Il y a beaucoup de ressources naturelles aussi qui peuvent être des gisements d'activité et on voit beaucoup d'entrepreneurs qui créent à partir de leur territoire et des véritables ressources naturelles qui peuvent y exister. Là, on a des entrepreneurs qui sont en train de relancer toute une activité de filière viticole dans des cépages oubliés en Rhône-Alpes, alors que là aussi ça pourrait partir à l'abandon, mais ils recréent l'activité. Il y a déjà 2-3 entrepreneurs qui sont venus s'installer, des jeunes. On a l'exemple de la ruche qui divine, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est en train de réinventer complètement les AMAP en partant des agriculteurs et des productions locales et qui a une croissance extraordinaire. Donc en partant des ressources des agriculteurs locaux. Et finalement, c'est des personnes qui réinventent à chaque fois les métiers. L'Aïeul, par exemple, quand ils ont repris la forge de l'Aïeul, un certain nombre d'entrepreneurs, alors que la forge connaissait 70% de baisse de son chiffre d'affaires, allait fermer. Quand ils ont repris la forge, ils ont réinventé le métier des couteaux. Ils en ont fait des couteaux de luxe, de design, vendus à des grands restaurateurs. Ils n'ont pas refait le même métier, ils ont réinventé l'approche du marché, mais n'empêche qu'ils ont repris des savoir-faire locaux et des qualités qui étaient là pour réinventer l'entrepreneuriat et le développement. Et finalement, un point très très fort qui nous a marqué, c'est que aucune de ces expériences qu'on a pu étudier n'aurait pu avoir le jour et être possible et se réaliser
s'il n'y avait pas eu une coopération extrêmement forte sur les territoires entre l'ensemble des acteurs du territoire. Et au-delà de l'entrepreneur, on a vu que se réinventer sur ces territoires une véritable coopération en action entre les élus, les dirigeants de PME et les entrepreneurs voilà, plus solidaires et sociaux du territoire. Et que vraiment c'est ensemble, en action, en mettant l'un son local, l'autre son savoir-faire, le troisième ses travailleurs handicapés rapidement à disposition pour pouvoir répondre à la réactivité, pour être au rendez-vous de Ford, au rendez-vous du lancement de la chaussure, qu'on arrivait à recréer ces dynamiques et ces emplois. Et que finalement il y avait des nouvelles postures adoptées par chacun, aussi bien les élus, qui du coup utilisent l'entreprise comme un formidable lieu d'expérimentation pour trouver des solutions sur leur territoire, et se sentent eux-mêmes partie prenante. Les citoyens, qui eux-mêmes, dans ces entreprises, peuvent trouver des formes d'engagement et d'investissement. Par exemple, le groupe Archer, aujourd'hui, c'est une SAS, avec 100 actionnaires qui sont des citoyens du territoire. Bah là, on a une forme d'intérêt général qui s'exprime dans l'entreprise. Il y a quelque chose du bien commun, quand il y a 100 personnes du territoire qui investissent. Et le maire aussi, il a des billes, et les collectivités aussi locales. Donc là, on voit tout de suite l'entreprise comme avec un nouveau jour, comme un acteur du bien commun. Donc voilà, la solution, elle est aussi dans réinventer ces coopérations opérantes dans les territoires au service de l'emploi. J'arrête. J'ai beaucoup de... Pareil.